Wesh la populace, samedi 8 novembre 2025, il est actuellement... Oui, parce que ça y est, j'ai accroché une pendule à mon mur. 15h15, voilà. Quoi de neuf? J'ai bossé ce matin, ensuite je suis sortie, j'ai dû aller faire quelques achats de nouilles. Ensuite, je suis allée récupérer mon drive, et me voilà rentrée depuis une petite heure. Donc j'ai fait 2 allers-retours entre la voiture et l'appart, 2 fois 3 étages, pour monter les courses et le reste. Et puis j'ai aussi, avant ça, j'ai récupéré des colis aussi en débauchant. Enfin bon, bref, j'ai pas arrêté. Et puis bah là, en 1 heure, bah, j'ai rangé les courses, fait ma lessive, ma vaisselle, rangé la cuisine, enfin voilà. Et là, bon, il reste encore 2-3 bricoles à ranger dans le salon, mais on verra tout à l'heure. Là, je fais une pause parce que je vous reprends pour vous parler de 2 choses. Premièrement, j'ai fini de regarder hier, en guise d'apéritif, hier soir, la fin de la saison 2 de la série culte sur les To Be Free. Bon, désolé, c'est pas stable du tout, mais comme je vais parler cinéma, tout ça, je trouvais ça sympa, ce mur-là, parce que j'ai mes 3 affiches de ciné. Mais le problème, c'est que j'ai pas de meuble pour poser le trépied, et que c'est qu'un tout petit trépied, et que, vous savez, Audric m'a pété celui que je pouvais me servir comme grand trépied. Enfin bon, bref. Donc désolé si ça bouge. Bref, donc on repart sur Culte, saison 2, hashtag l'ascension des To Be Free. Bon, gros point, j'ai bien aimé, voilà. Même si, comme je le disais précédemment, j'ai jamais été fan des To Be Free, même à 12, 13, 14 ans quand c'était à la mode. C'était pas mon boys band préféré. Je trouvais qu'ils dansaient assez mal en plus. Même s'ils étaient mignons, hein, mais bien que, bon, j'ai toujours trouvé que Nicolic, quand il était en interview, qu'on le voyait à la télé, il avait l'air un peu imbu de lui-même, et la série montre que effectivement le mec, bon, c'est sans doute pour ça qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés tous les trois, mais ouais, le mec était assez prétentieux. Au-delà de ça, c'était intéressant de suivre leur ascension, de suivre les 3 caractères dans la vraie vie des 3 personnages, même si, évidemment, que cette série s'inspire de leur histoire, mais doit être un peu romancée. Autre truc, la musique qui est assez anachronique, par moment. C'est-à-dire que ils ont pris des tubes. Alors certains, ça m'a pas choqué, mais d'autres, pour accompagner la série, où je me suis dit, mais attends, c'est pas sorti au moment des To Be Free, ça. Vous savez, genre Starlight, genre Anastasia, I'm Out of Love. Il me semble que c'était après, ça. Enfin, un petit peu après, et du coup, ça fait pas suffisamment anachronique, ça fait faux, en fait. Ça fait faux parce qu'on se dit, ils ont voulu prendre la musique de cette époque, mais c'est sorti juste après, ça. Donc ça fonctionne pas trop. Enfin, moi, ça m'a un peu sorti du truc. Mais peut-être que je me plante, hein, peut-être que c'est sorti en même temps. À part ça, bah, les acteurs jouent tous très bien, j'ai trouvé. Enfin, bien, ils jouent tous bien. Un mention spéciale pour Daphné Burki, que moi, perso, je n'aime... Enfin, que potentiellement, il y a quelques années encore, elle me dérangeait pas, je la trouvais sympa en tant qu'animatrice télé. Et puis elle s'est mise à commenter les JO de Paris, là, il y a 2 ans. Mais commenter, c'est pas le problème, c'est qu'elle n'arrêtait pas d'ouvrir sa gueule tout le temps. Genre, elle laissait 3-4 secondes, 5 secondes, et blablabla, et blablabla, et blablabla, blablabla. Et il y a des moments où t'as envie de dire, mais ferme ta gueule, on voudrait écouter ce qui se passe, en fait. Donc elle m'a tellement sorti par les yeux que moi je peux plus. Bref, mais dans la série, elle joue la manageuse des To Be Free, et elle joue très très bien. Je pense que c'est même la meilleure actrice de cette saison, étonnamment. Donc, ouais, pourquoi pas la revoir jouer d'autres rôles, elle joue très très bien. Moi, c'était la bonne surprise aussi de cette série. Bref, est-ce que je vous la conseille? Franchement, si vous étiez fan des To Be Free, évidemment. Si juste par nostalgie de cette époque, oui. Si, pourquoi pas, vous étiez ni l'un ni l'autre, mais que le sujet vous intéresse, bien sûr, c'est plutôt une série sympa, voilà. On va passer maintenant aux choses très 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 sérieuses. Le Frankenstein de Guillermo del Toro. Est-ce que je spoil tout de suite? Non, je vais spoiler peut-être pas mal. Donc après le visionnage de la fin de la saison 2 de Culte sur It To Be Free, je me suis enchaîné le Frankenstein de Guillermo del Toro sur Netflix. Clacasse, voilà. Je m'attendais à ce que ce soit un bon film, hein, parce que Guillermo del Toro. Mais de là à ce que ce soit aussi bon, à la fin j'avais ma larme quand même.
Voilà, il a fait quelque chose de très 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 bon. Bon, tu sens qu'il y a les moyens, bien sûr. J'ai jamais lu le bouquin, par contre, donc je saurais pas vous dire si ça colle vraiment à l'histoire ou si ça prend beaucoup trop de liberté. J'ai d'ailleurs jamais vu de film sur Frankenstein non plus, je connais l'histoire globale, hein, ce scientifique un peu fou qui, suite à la perte de sa mère, se met en tête de redonner vie aux morts. Et donc, il mène des expériences pour redonner vie aux morts, et en rassemblant des morceaux de cadavres, en injectant un courant électrique, il finit par donner vie à une créature, qui est la créature de Frankenstein. Frankenstein, c'est le nom du scientifique. Bon, tout ça, je le savais. Mais les détails de l'histoire, après, j'en sais rien si ça correspond au livre. Toujours est-il que... Alors, c'est du Del Toro pur jus. Hein. Le design de Frankenstein... Bon, oui, ça saute aux yeux. Moi, ça m'a rappelé les créatures qu'il y a dans... vous savez, les aliens, la Prometheus et tout ça. Les techniciens, les ingénieurs, je sais pas quoi. Ça rappelle un peu ça, mais ça m'a pas choqué. Il y a un côté aussi un peu... un poil statue grecque, ou je sais pas comment dire, mais évidemment pleine de cicatrices. L'acteur qui joue est super expressif. Alors pas au début, hein, bien sûr, quand la créature vient de choper la vie, on va dire, mais au fur et à mesure de son évolution, il est très très expressif, tant dans son regard que dans son faciès, ses mimiques, et puis évidemment que dans son phrasé. Puisque à partir de maintenant, on va spoiler, hein, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez vous garder les surprises, avancez jusqu'à ce que la séquence change. Finalement, le film se déconstruit en 3 actes. Un premier acte où c'est le baron de Frankenstein, donc le scientifique qui raconte son histoire, son point de vue. Puis c'est le tour de la créature de raconter son point de vue, et en 3e acte, c'est l'affrontement. Voilà, ça c'est les très grandes lignes du scénario. C'est... Alors, il n'y a pas de l'action à tout bout de champ. Il y a des moments où c'est assez lent, mais c'est tellement beau. Ça raconte tellement de choses sur les monstres et les humains. Finalement, c'est pas forcément celui qui est monstrueux physiquement qu'il est à l'intérieur, et inversement, c'est pas forcément l'humain qui est si humain que ça à l'intérieur. Bon, en fait, ça, c'est ce que raconte Guillermo del Toro à travers tous ses films. Hein. Visuellement, c'est magnifique, c'est hyper gothique. Si vous aimez les ambiances gothiques à l'ancienne, si vous aimez par exemple... comment ça s'appelait son film là, qui se passe dans un espèce de manoir comme ça, Crimson Peak, je crois. Ça rappelle beaucoup cette esthétique-là. La musique est très bonne. J'ai adoré la musique. Les acteurs jouent très bien. La fille qui joue Elisabeth, à savoir la fille dont est amoureux le docteur Frankenstein, mais qui finalement, elle, tombe plus ou moins amoureuse de la créature. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette fille. Et puis elle dégage un truc dans le film très étrange, mais très poétique. D'ailleurs, le film dégage un truc très, très poétique, comme ça, très lyrique, mélancolique, mais lyrique. Enfin, c'est magnifique, les visuels, les paysages, les intérieurs. Enfin, tu sens qu'il y a eu les moyens et de la créativité de ouf. Hein. Ça réinvente pas le cinéma, mais c'est un excellent, excellent film. Très, très bon film, très, très bon moment. D'ailleurs, en parlant de ça, 2 points négatifs pour moi, pour ce film. Premièrement, les effets spéciaux, évidemment, c'est beaucoup de pratique. Il doit pas, enfin, je parle en termes de créatures, etc. Il y a peu d'effets numériques, ou en tout cas, s'il y en a, ils sont excellemment bien faits, sauf les loups. Il y a à un moment donné un passage dans le film où il y a des loups. Ils sont pas catastrophiques, mais tu sens que c'est du numérique. Tu sens qu'ils sont pas concrets, quoi. À part ça, les autres effets numériques, enfin les autres effets, pardon, tout court. La première partie aussi où il y a tout un passage où le docteur Frankenstein mène ses études pour essayer de réveiller, de mettre de la vie dans des morceaux de cadavres, etc. Il est en train de monter sa créature, et il le présente à un moment donné dans un amphithéâtre à d'autres scientifiques. Mais si tu veux, elle n'est pas finie de monter la créature, c'est-à-dire qu'il a assemblé le crâne, la cage thoracique, il y a un bout de colonne vertébrale, il y a les 2 bras,
Il y a des endroits où il est écorché, d'autres où il a la peau. Évidemment, il est sans vie, puisqu'il n'y a pas les organes. Pas tous, en tout cas. Et quand il injecte l'électricité, cette espèce de buste monstrueux se met à bouger, etc. C'est surprenant quand il se met à bouger. Et je sais pas si c'est fait en numérique ou en... Merde, comment on dit ? Ou en pratique. Mais si c'est du numérique, c'est très très bien fait, parce qu'on dirait vraiment pas que c'est du numérique. Il y a une autre scène aussi où la créature est presque finie intégralement. Elle a juste, donc elle est pliée en deux sur une table, elle est recroquevillée sur elle, et il y a juste son dos qui est à vif, donc la peau est repliée sur les côtés avec des aiguilles de planté, et en fait, il lui met le jus pour... Et donc à ce moment-là, il se redresse et il fait des soubresauts, et là c'est pareil, c'est d'un flippant, ça dure quelques secondes, hein, mais... parce que c'est trop bien fait. Ensuite, les passages, il y a 2-3 passages où Frankenstein rêve d'un ange. Ces passages-là, même s'ils sont très très courts, c'est magnifique. Et tu sens complètement la patte Del Toro. Enfin, j'étais pas partie pour parler des 2 points négatifs, moi. Donc déjà, le premier, j'avais dit les loups. Et le deuxième point négatif pour moi, c'est... je suis dégoûtée de pas pouvoir voir ce film au cinéma. Bon, c'était très sympa, hein, toute seule dans mon salon sur mon petit écran, mais c'est un film de cinéma, quoi. Enfin, là, je sais pas combien ils ont versé de millions pour faire ce film, mais c'est... Les décors, les cadrages, tout, l'image, la photographie, tout est fait pour que ce soit vu sur grand écran. Enfin, je veux dire, je me serais pris cette claque-là x 10 au cinéma. C'est vraiment dommage. Après, pour un film Netflix, c'est peut-être un de leurs meilleurs films qu'ils ont jamais sorti de tous les temps. En tout cas, leur film le plus cinématographique. Je suis à 2 doigts de me le refaire. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais j'ai très envie de le revoir pour remettre une couche sur ce que j'ai aimé du film ou pas aimé, et revoir un peu les détails, je vous jure. À regarder avec les enfants, non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes gore, mais quand même s'il a un côté assez poétique au début quand il vient d'être créé, et puis quand il évolue et que finalement il réussit à devenir intelligent, à réfléchir et à s'exprimer de façon très lettrée, il y a quand même des passages où quand il se met en colère, le bousin, là, la créature, oh mon dieu, il y a peu de passages, ces passages-là durent pas longtemps, mais c'est quand même ultra violent, ces passages-là. Hein. Ça va avec le reste de l'esprit du film, c'est pas terrorisant, mais moi en tant qu'adulte. Éventuellement, je pourrais regarder ce film-là peut-être avec Audric, qui a 11 ans passés. Et encore, je suis pas sûr qu'il en cauchemarde pas, mais pas avec Lémi. Donc je pense que c'est un film, selon les sensibilités comme toujours, hein, c'est vous qui connaissez le mieux vos gosses, mais je pense que je le conseillerais à partir de, peut-être 13 ans, 12-13 ans, pas avant. Mais j'espère qu'ils l'auront encore sur la plateforme d'ici 1 an ou 2, j'aimerais bien me le faire avec Audric, quoi. Enfin, magnifique. Enfin, pour l'instant, 2 films sortis cette année, alors, vous allez me dire, j'en ai vu très peu, parce que je suis très peu allé au cinéma. En tout cas, de tous les films sortis cette année, ou que j'ai découvert cette année, je pense, alors, cinéma ou plateforme comprise, il est au top du pom-pom, comme dirait Amy de la chaîne Amy sur moi. C'est top of the pop, là, hein, c'est génial. Bon, bref. Est-ce que je vous le conseille ? Oui, à 10 000%, foncez. Foncez voir cette version de Frankenstein de Guillermo del Toro, dispo sur Netflix depuis hier. Dernière chose, ils viennent de sortir le trailer sur le film Michael, qui donc est un biopic sur la vie de Michael Jackson. Donc moi j'ai regardé avec les garçons, c'est le premier trailer, hein, il sort qu'en avril, mais... C'est assez bizarre parce que ça donne envie et en même temps, pas trop. Je sais pas comment dire. Il y a des passages où on voit Michael en concert, bon comme c'est de loin, j'arrive pas à discerner si c'est lui ou l'acteur. Ça donne envie, les passages où tu le vois marcher, où tu vois que son buste, ses jambes et tout, tu te dis ah ça va donner. Mais les passages où on voit l'acteur en gros plan, on dirait qu'il a enfilé un déguisement. C'est assez spécial. Pourtant l'acteur c'est son neveu, il lui ressemble un petit peu. Mais je sais pas, c'est bizarre. Puis alors en plus la VF, la bande-annonce, ils lui ont fait prendre du coup la voix qu'avait Michael Jackson quand il s'exprimait en interview et quand il chantait, donc cette voix fluette, très aiguë.
Mais le peu de dialogue qu'on entend dans ce trailer en VF, c'est catastrophique. On n'y croit pas du tout. Donc je sais pas, j'attends de voir d'autres trailers, d'autres bandes annonces. Bon, sachant que ce film, je l'attends depuis très longtemps, mais que je pense que je vais être très déçu parce que un film de 2, même 3 heures, c'est pas suffisant pour retracer la carrière de Michael Jackson. Moi, j'ai toujours dit il faudrait 3 films. L'idéal, ça serait 3 films. Un film sur son enfance et Jackson 5, de 2-3 heures, 2h30, 3 heures. Un film sur son apogée, et un film sur, entre guillemets, sa chute et son décès, quoi. Mais il faudrait 3 réals différents. D'ailleurs, pour son enfance, parce qu'à l'époque de son enfance, il y avait encore la ségrégation, etc. Donc en plus du succès et tout ça, il a vécu de plein fouet des situations dégueulasses, quoi. Enfin, et je suis sûr que Spike Lee saurait traiter un film sur les Jackson 5 et son enfance malheureuse avec son père comme personne. Un film de Spike Lee sur les... Enfin, ça serait génial. Le deuxième chapitre... J'allais dire, t'es con, mais le deuxième chapitre avec son apogée, pourquoi pas un Spielberg. Et le troisième chapitre avec sa chute, je sais pas, peut-être un petit Scorsese. Mais un troisième où on traite de façon neutre ou pas, en tout cas sans rentrer peut-être trop dans les détails, mais en expliquant quand même ce qui s'est passé avec tous ces procès, et puis son décès, quoi. Mais ouais, c'est ça. Le premier film Jackson 5 et son enfance de Spike Lee, deuxième film sur son apogée de Spielberg, et troisième film sur ses procès et sa chute de Scorsese. Ou de Clint Eastwood. Enfin bon, c'est de l'ordre du fantasme, on est d'accord, étant donné qu'en plus, c'est la famille qui chapeaute. Hein. C'est son neveu qui joue le rôle de Michael Jackson, et c'est la famille qui chapeaute tout. Donc bien sûr qu'ils vont pas parler des sujets qui fâchent. Et pourtant, que ce soit des choses avérées ou non, bah, ça fait partie de sa vie. Hein. Ça fait partie de sa fin de vie, tous ces procès, toutes ces accusations. Donc je pense qu'on peut pas faire un film, sauf si le film s'arrête à un certain moment de sa carrière, mais si tu veux faire un vrai biopic sur sa vie, il faut 3 chapitres de 3 heures, de 2h30, 3 heures, comme j'ai dit, et 3 très très bons réals pour rendre hommage et essayer de parler tout de ce personnage, quoi. Enfin, je sais pas. Donc je pense que je vais être déçu malgré tout. C'est un film que j'attends pour y emmener les garçons, puisque je leur ai filé le virus Michael Jackson depuis un moment, donc voilà. Wesh la populace, vendredi 21 novembre 2025. Il est, je sais même pas, il est 19h30, vendredi 21 novembre, oui, c'est ce que j'ai dit. Donc il est 19h30, je vais y arriver. Quoi de neuf ? Déjà, ça fait très très longtemps que j'ai pas filmé pour le vlog. Je crois que la dernière fois, ça devait être la critique de Frankenstein. Bon, en même temps, j'ai eu des journées très chargées, là, entre les petits, le boulot, des choses à régler, enfin, voilà, ça a été très très chargé, et j'ai eu très 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 peu de temps libre, on va dire. Donc, voilà où on en est. Quoi de neuf ? Je sais plus si j'en avais parlé dans un vlog précédent ou pas, enfin bon bref. J'avais un problème de fuite d'eau à la fois à la chaudière et sur des tuyaux muraux qui sont contre le mur sous la chaudière. Bon, ça s'est réglé, hein. Engie est venu régler le problème de la chaudière, il y avait une petite pièce à l'intérieur qui pissait un peu et c'était à cause de ça. Et mon agence HLM a réglé dans la semaine qui a suivi le problème en faisant intervenir une entreprise pour les petits robinets sur les tuyaux muraux qui fuyaient, et tout est réglé. Ah oui, histoire de faire écho, parce que ça je sais que j'en ai parlé dans le vlog d'avant. Bon la caution je l'ai toujours pas, donc la caution de l'ancien logement. Donc je les ai appelés ce matin, déjà 25 minutes avant qu'ils répondent au téléphone. Bon, la secrétaire sur laquelle je suis tombée, je suis pas partie à l'insulte, hein, mais je me suis quand même assez agacée. Et elle me dit, oui, je vois sur le dossier, ça a été fait le 4 novembre, et puis elle commence à me dire, mais bon, c'est des virements qui mettent entre 2 et 3 semaines à passer. Là, je lui dis, je vous arrête de suite. Parce que ça fait au moins 6-8 fois que je vous appelle depuis le mi-octobre. Du coup, la première fois, on m'a dit non, mais ça a été. Enfin, la deuxième ou troisième fois, on m'a dit non, mais ça a été fait le 16 octobre, mais ça met 2 à 3 semaines à faire le virement. Bon, maintenant, ça n'a plus été fait le 16 octobre, mais le 4 novembre. Donc, je suppose que dans 3 semaines, ils vont me dire ça a été fait le 12 décembre. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce que ça va arriver sur le compte, en fait. Ça me gonfle. Enfin, bon, bref, voilà. Ça, c'était pour la partie vénère.
des problèmes en cours toujours pas réglés, qui ne sont pas dépendants de ma propre volonté. Voilà, sinon aujourd'hui, bah écoutez, nous il fait bien froid là, en Dordogne. Ce matin, les routes, alors moi ça va, je suis pas loin du boulot, mais vraiment pas loin maintenant. Mais quand même, les routes étaient assez attaquées par le gel, notamment des échos des collègues qui habitent beaucoup plus loin. Et voilà. Et donc le problème c'est que bah il va encore faire bien froid cette nuit, sauf que en plus de ça, cette nuit il doit flotter un peu. Donc je pense que demain matin il va falloir être vigilant. Voilà. Donc oui, l'hiver est arrivé comme ça. On passe de 25 degrés il y a 15 jours à -5, quoi. Voilà, d'où les saisons. En un mois, on a toutes les saisons. C'est 2025. On adore ou pas, mais c'est comme ça. Voilà, donc écoutez, programme du week-end, les petits sont partis chez leur papa. Pardon. Ouh. Oh, puis Lémi, en plus, Lémi, dimanche dernier, a déclenché une gencive qui a bien gonflé sur une dent qui avait été soignée précédemment. Donc, je suppose que un peu dans toutes les régions, c'est pareil. Les dentistes, chez nous, c'est hyper compliqué. Donc, Lémi a un dentiste attitré qui est à 20 bonnes minutes de la maison, mais qui ne répond pas au téléphone. Et du coup, il faut s'y déplacer. Sauf que Lémi ne faisait pas de fièvre, alors il avait sa gencive enflée et il s'en plaignait quand il mâchait dessus, mais sinon il ne se plaignait pas d'avoir mal en dehors de ça. Donc je prenais sa température, je vérifiais tous les jours, je lui ai donné une espèce de pommade que m'avait donnée la pharmacie en attendant. Parce que je me dis, soit si ça dégénère à un moment donné, ou fièvre, ou ça gonfle, ou je vois que ça vire au pu, ou j'en sais rien, et je l'emmènerai, il y a un dentiste pas loin de la maison qui prend les vraies urgences, sauf qu'il est pas très fin avec les gosses, je suis pas très fan de ce dentiste. Soit j'attends mercredi et je l'amène à son dentiste attitré, ce que j'ai fait. Et très sympa le dentiste, donc j'ai attendu que l'impatient sorte pour lui dire excusez-moi, c'est juste pour pouvoir poser un rendez-vous pour le petit. Donc il commence à attraper son agenda. Et je lui dis parce que depuis dimanche, il a une gencive très enflée. Bon, il me dit alors attendez, je vais regarder quand même vite fait. Il l'a mis sur le fauteuil, il a regardé, il m'a dit bon effectivement c'est un début d'infection. Donc je vous prescris des antibiotiques pour 6 jours. Et là malheureusement j'ai pas de place tout de suite. Mais je vous donne un rendez-vous pour dans 15 jours. Donc je suis contente. Parce que chez nous les dentistes déjà t'en trouves plus. Qui prennent des nouveaux patients. Si jamais t'en as, ils te filent des rendez-vous genre... J'ai une collègue, elle a appelé sa dentiste, qu'elle n'a pas vue depuis quelques temps, mais pour faire un bilan. Tu sais, de temps en temps, t'aimes bien, si t'as pas de soucis, mais tous les 2, 3, 4, 5 ans, ou voire même, pourquoi pas une fois par an, hein, faire un petit bilan dentaire, etc. Et un détartrage. Et donc, je sais pas quoi, la nana lui renvoie un mail en lui mettant rendez-vous telle date en février 2027. Donc, elle rappelle le secrétaire pour lui demander s'ils se sont pas plantés parce qu'il y avait marqué février 2027. Et la secrétaire a dit, ou la docteure, je sais plus, mais enfin bref, a dit non, c'est pas trompé. Comme c'est pas urgent, voilà. Donc même quand t'as un dentiste attitré, c'est compliqué. Pour beaucoup, énormément, 99% des dentistes. Donc je suis bien contente d'avoir le mien. Enfin, celui de mon fils, parce que moi, pour l'instant, les derniers problèmes dentaires que j'ai eus, je connaissais pas encore ce dentiste-là, et j'étais suivie à 1h30 de la maison. Et donc, du coup, la prochaine fois que j'ai un problème dentaire, j'essaierai d'aller le voir à lui. S'il veut pas me prendre parce que il peut pas ou qu'il veut pas d'autres patients supplémentaires, je retournerai à 1h30 de route. Mais c'est vrai que je préférerais celui à 20 minutes que je suis à 1h30 si tu veux. Voilà. Et puis la dentiste de la collègue qui lui a répondu si jamais il y a une urgence, vous avez toujours Toulouse qui prennent, vous pouvez y aller, ils prennent. C'est-à-dire, nous on est en Dordogne et pour soigner les dents, il faut aller à Toulouse. Il y a quand même un problème niveau désertification médicale. J'en avais déjà parlé il y a quelques mois dans un vlog, mais on a un gros problème quand même en France avec ça, et ça va devenir de plus en plus catastrophique. Et puis, j'imagine pour les dentistes comme pour les autres spécificités, les autres spécialités médicales, ça devient de pire en pire. Donc, ce qui fait que les gens, je suppose, vont voir des spécialistes que vraiment quand ils ont un truc déjà bien avancé ou bien grave. Et en plus, quand c'est à ce stade et que faut trouver relativement rapidement, tu n'as pas la rapidité. Donc c'est très compliqué quand même, très. Des fois, ça me fait un peu peur.
Enfin bon bref, tout ça pour dire que Lémi c'est en bonne voie. Et que voilà. Et qu'il a ses antibiotiques à prendre pour 6 jours. Là j'ai regardé, donc il les prend depuis mercredi soir. J'ai regardé ce matin, ça avait déjà bien dégonflé. Mais bon, comme c'est lié à sa dent qui avait déjà été soignée, je vous fais le Reddit, il a une malformation, alors apparemment c'est beaucoup de gamins maintenant, sur ses dents de lait, ses molaires de lait. Lui c'est sur les molaires, mais chez d'autres enfants, ça peut être sur les autres dents. Et ça peut provoquer soit des taches blanches, soit des taches un peu couleur caramel. Et la dent est pas, tu vois qu'elle a pas une forme trop normale. En fait, lui c'est ce que ça lui fait, ça fait des taches caramel sur 2 de ses molaires. Et donc celle-ci s'était cassée un peu. Donc pour pallier, le dentiste lui avait posé une résine, ça fait quelques mois. Et là c'est sur cette dent-là. Et en fait en haut de là où c'était gonflé, il y avait une petite plaie. Alors donc à voir si la résine n'a pas sauté en partie ou si la dent n'a pas continué de se décomposer. Parce qu'en fait c'est une malformation de naissance. Le MIH, je crois que ça s'appelle, ou un truc comme ça. Et en fait c'est un manque d'émail sur les dents de lait. Alors en principe, majoritairement, c'est que sur les dents de lait, et après, quand les dents d'adulte poussent, elles sont normales. Mais à voir, parce que ça peut arriver que les dents d'adulte aussi soient touchées. Bon, bah, il n'y a rien à y faire, à part que, évidemment, c'est des dents beaucoup plus fragiles, vu qu'elles ont moins d'émail. Voilà. Donc, plus sujettes aux caries, plus sujettes, pourquoi pas, à se briser, plus sujettes, voilà. Donc, bon. Mais ouais. Tant que ça lui fait pas mal, voilà, comme je lui ai dit, hein, si jamais t'as mal, Lémi, faut me le dire, et on va trouver une solution. Je veux dire, au pire, à grands coups de masse. Non, je rigole, mais bon, je l'aurais emmené, comme je vous dis, au dentiste à 20 minutes, ou je l'aurais emmené aux urgences, ou j'en sais rien. Mais parce que moi, je sais ce que c'est que le mal de dents, vraiment. J'ai eu 2-3 fois des vrais rages de dents. C'est insupportable. Alors, quand on est petit, en plus, bon, bref. Bref, tout ça pour dire mes trucs d'angoisse, etc. Enfin bon. Les petits problèmes du quotidien en ce moment. Moi qui m'étais dit au début un vlog par semaine et qui essayait de m'y tenir, maintenant c'est de plus en plus compliqué. Hein. Bon, ben, c'est pas grave. En même temps, j'ai pas. On n'est pas 10 000 sur la chaîne ou plus, donc bon, c'est pas grave. Je ne vis absolument pas de YouTube. C'est juste un passe-temps qui me fait kiffer de faire ça et qui permet de faire plus un journal de bord pour mes enfants finalement que pour YouTube en lui-même. Mais bon, ça permet aussi de partager avec quelques-uns et j'aime beaucoup quand il y a des commentaires et que je peux échanger un petit peu, notamment sur les trucs que j'aime et que je vous partage dans mes vlogs, le ciné, pourquoi pas le maquillage, le coloriage, le bordel, le truc, enfin bon bref. Celui que l'on adore, c'est le foie gras du Périgord mélangé au morille. Pour le plaisir des papilles, fondu à souhait sur un magret rosé. On le bichonne dans les recettes où l'on s'égare. Celui que l'on adore, c'est le foie gras du Périgord. Revisiter les classiques, reprendre les basiques, s'inspirer des anciens, par faire le tour de main. Et là, la langue claque sur un bon bergerac. Celui que l'on dévore, c'est le foie gras du Périgord. C'est dans les jupes de mémé que tous les trois tapis, on a vu Pépé se régaler, inventer la recette ancestrale et sans égal. Des abat-doigts gavés sur l'étal du boucher. Avez-vous remarqué que parfois le temps s'arrête quand dans votre bouche vient fondre l'aiguillette? C'est cette recette magique, cédée par nos ancêtres, qui nous ravit et redonne goût à la vie. Revisiter les classiques, reprendre le basique, s'inspirer des anciens, par faire le tour de main. Et là, la langue claque sur un bon bergerac. Celui que l'on dévore, c'est le foie gras du Périgord. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Il est actuellement 14 h. Je viens de rentrer de mon périple, je viens juste de tout poser. Parce que je suis allée récupérer mon drive, tout ça, tout ça. Mais je vous avouerai que monter 3 étages avec 4 sacs de courses pleins, c'est une sinécure. Hein. Donc voilà. Voilà, maintenant le but c'est de tout ranger. Et après j'ai 12 milliards de trucs à faire. Je vais essayer d'en faire le max aujourd'hui et je m'en garde un tout petit peu pour demain, de manière à avoir aussi des moments où je me détends. Hein. C'est le but aussi quand j'ai pas les enfants. Bref. Il est 21h15. Je viens de manger et
je viens de finir de regarder un documentaire sur Netflix qui s'appelle Dis-moi qui je suis. Je vais vous en parler un peu, mais je vais vous donner le synopsis de départ. Donc déjà, c'est un documentaire. Et ce sont deux jumeaux qui, lorsqu'ils ont eu 18 ans, il y a un des deux jumeaux qui a eu un accident, qui s'est retrouvé dans le coma. Et quand il s'est réveillé, il avait perdu la mémoire. La seule chose dont il se rappelait, c'était son frère. La seule personne dont il se rappelait, c'était son frère. Et il se rappelait absolument pas de ses parents, de sa vie d'avant, de... Voilà. Et donc il fait évidemment confiance à son frère, et son frère lui réapprend tout ce qu'il doit apprendre, lui refait sa mémoire, etc. Sauf que ce frère-là ne lui a pas tout dit pour pouvoir le protéger et se protéger. Je vous préviens, âme sensible, s'abstenir, parce que c'est compliqué à regarder et à entendre comme histoire. Mais je trouve que c'est important pour se rendre compte des ravages que font certaines choses. Et à partir de là, je vais spoiler. Donc si vous voulez le voir sans spoil, vous avancez la vidéo et vous y reviendrez peut-être quand vous aurez vu le documentaire. Et en fait, ce que ce frère-là lui a caché, ou plutôt ne lui a pas dit, puisqu'évidemment, au fur et à mesure qu'il réapprenait sa vie, etc., il posait quelques questions et son frère lui donnait des réponses simples. Mais en fait, il lui a caché un secret de famille lourd qui les impliquait tous les deux. Et même une fois que le secret a été dévoilé, il n'a jamais pu lui donner les détails, alors que ce frère-là en avait besoin pour se reconstruire, pour savoir qui il était, et pour reconnecter avec son frère. Et son frère ne pouvant pas lui donner les détails de ce qui s'était passé, a plus ou moins coupé les ponts avec lui. Et on voit à quel point toute cette histoire les a détruits. Alors on va y aller. Ce qui lui a caché pendant longtemps, c'est que ils ont été abusés sexuellement par leur mère jusqu'à leurs 13 ou 14 ans. Ils avaient un père horrible, mais c'est pas lui qui commettait les abus sexuels, c'était la mère qui commettait des choses sur eux, leur faisait faire des choses entre eux et les prêtait à des amis pour que ces amis-là fassent des choses sur eux. C'est horrible. C'est horrible. Et le frère qui a perdu la mémoire, bien sûr, ne s'en rappelait pas. Et l'autre explique que du coup, lui, celui qui avait encore sa mémoire, se rappelait de ces traumatismes-là et se disait qu'en fait, il n'arrivait pas à vivre avec, mais que s'il ne le disait pas à son frère, ça permettrait peut-être à son frère de pouvoir vivre libre, parce que lui, il n'arrivait pas à vivre libre avec ces choses-là sur le cœur, avec ce qu'il avait vécu. C'est hyper puissant, et puis c'est un rapport entre des jumeaux, donc c'est comment ces choses-là peuvent briser des gens, et peuvent les briser toute une vie entière, parce que même s'il a fini par lui avouer que oui, le secret, leur mère les a abusés jusqu'à leurs 14 ans, il n'a jamais pu lui donner les détails, jusqu'à ce documentaire où il n'arrive pas à lui parler quand même, parce que son frère là lui dit j'en ai besoin, ça fait depuis que j'ai 30 ans et que tu m'as dit que oui, c'était maman qui avait abusé de nous. Moi j'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'avoir les détails, j'ai besoin de savoir, Mais le frère en face n'arrive pas, il n'arrive pas à lui dire. Donc il finit par lui dire, écoute, je peux pas te le dire de vive voix, mais je vais te faire une vidéo parce que je sens que t'en as besoin, mais moi, si je te l'ai pas dit, c'est aussi parce que ça peut me permettre de croire peut-être que ça n'avait pas existé et de pouvoir vivre aussi libre que toi, qui ne savait pas la vérité. C'est d'une puissance folle et c'est abominable. Et ça m'a un peu retourné, je vous cache pas, beaucoup même. Et voilà.
Et les gens qui pratiquent ça méritent clairement de crever. Voilà, les gens qui touchent aux enfants méritent clairement la mort. Voilà. Pour être déviant à ce point, c'est qu'on mérite pas de vivre. Je suis désolé, je l'ai toujours pensé, je continuerai de le penser. Ces gens-là ne méritent pas qu'on leur paye des thérapies. Ces gens-là ne méritent pas qu'on leur paye la bouffe et les draps en tôle. Ces gens-là ne méritent pas de prendre des traitements, ces gens-là ne méritent pas d'être insérés, ces gens-là méritent la mort. Voilà. Et dans ces cas-là, quand c'est avéré, peine de mort, il faut la rétablir, quoi. Moi, je suis pas dans le... Je suis humaniste jusqu'à un certain point, vous voyez, ça je pardonne pas. Je pardonne pas et je comprends pas qu'on puisse dire « Ah bah oui, mais le pauvre, ah bah oui, mais quand même, oh bah oui... » Non, c'est... Tu touches pas un enfant. Tu ne touches pas à un enfant. Tu ne touches pas à un enfant, c'est tout. C'est... Voilà, c'est pas récupérable ces gens-là, c'est des raclures de fond de chiottes. Wesh la populace, dimanche, le lendemain de samedi, enfin bon, bref, je vous mettrai la date si je me rappelle plus. Il est 15h20, je vais pas tarder à aller chercher les enfants qui ont passé le week-end chez leur papa. Hier soir, donc j'ai regardé I Wanna Dance With Somebody, le film sur la vie de Whitney Houston. Je passais plutôt un bon moment, mais non, me semble-t-il que, même s'il parle de sa relation avec Robin, de sa relation avec Chris Brown, bah, il me semble qu'ils vont pas au fond des choses. C'est-à-dire que moi, il me semble que j'avais vu des documentaires sur sa vie et tout, et c'est beaucoup plus trash que ça, ce qu'elle a vécu. Voilà. Au-delà de ça, c'était quand même une voix phénoménale. L'actrice qui joue son rôle joue très bien. C'est un bonheur de la voir se glisser dans les différents costumes connus de Whitney Houston, au travers de ses clips ou de ses interventions télé. Voilà, c'était un film sympathique. J'ai rien appris sur la vie de Whitney Houston parce que je connaissais déjà un peu. Et surtout, je trouve ça un brin édulcoré quand même. Après, encore une fois, j'ai passé un bon moment. Si vous aimez ces chansons, vous passerez un bon moment parce qu'il y a plein de séquences où ça chante. Donc voilà. Mais bon, c'est un film peut mieux faire quand même. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais aller chercher mes loustiques. Et puis ça va être reparti pour 2 semaines à 3. J'espère que pour vous tout roule. Et puis on se dit à bientôt dans un prochain vlog. Prenez soin. Oh putain, moi il faudrait que je prenne soin de mon sommeil. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Tchuss la populace.